Alors l'expatriation est un sujet qui intéresse maintenant beaucoup les gens, d'accord, nos auditeurs bien sûr, mais pas uniquement, parce que finalement tout le monde se pose des questions. C'est-à-dire, bon voilà, les États occidentaux sont dans telle situation, et chacun se demande en fait de quoi demain sera fait. Certains veulent changer de pays, certains ont changé de pays, et ils nous donnent des retours. Et c'est des retours qui peuvent toujours nous apprendre quelque chose. Donc je pense qu'il faut en parler et on va apprendre de différents pays comme ça. On va apprendre de la Russie, on va apprendre de la Norvège, puisqu'on avait eu bien sûr Moskatnous qui nous avait parlé de la Norvège. Puis, de toute façon, au fur des émissions, on a parlé de beaucoup de pays, hein, beaucoup d'auditeurs nous ont parlé de leur pays. Mais là, on va parler de la Croatie. Finalement, un pays dont on parle assez peu, mais qui est quand même réputé, qui a quand même des atouts et qui peut être séduisant, hein, parce qu'il est sur la Méditerranée. Les Croates sont réputés, alors entre guillemets, nationalistes, mais attention, hein, on va dire, voilà, plutôt de droite nationaliste. Tout est toujours plus nuancé, bien sûr. Bref, voilà, ça pouvait être un pays, il est pas loin de l'Italie, notamment. Donc ça pouvait être un pays d'accueil pour certains, ou c'est déjà le cas pour d'autres. Et notre auditeur, justement, fait partie de ceux qui sont déjà installés en Croatie, et il veut nous dire un petit peu ce qui se passe en Croatie. Parce que, et je crois qu'il faut le dire, il y a une idée reçue aujourd'hui, c'est que l'Europe de l'Ouest est putréfiée pour toutes les raisons qu'on sait, mais l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, ça n'a rien à voir. Il y a que des blancs, etc. Enfin, ce sont des sociétés comme jadis l'était la France, par exemple, où on peut vivre en paix, en sécurité. Alors bien sûr, on peut encore y vivre en paix et en sécurité, mais il y a des indices qui montrent que, eh bien, quand on est intégré dans le système européen, enfin de l'Union européenne, hein, pas l'Europe hein, comme civilisation, mais je veux dire l'Union européenne, eh bien, au bout d'un moment, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et voici ce qu'il nous dit. Et là, je lis son courrier. Ah ben, on va en juger sur pièce. Mon récit concerne la Croatie, et plus particulièrement sa capitale Zagreb. Je ne peux pas m'exprimer sur le reste du pays que je ne connais pas vraiment. Je ne connais pas l'arrière-pays en fait. Cependant, même si certains bleds de Croatie peuvent encore être préservés pour l'instant, je considère que le cœur d'un pays se trouve là où les décisions politiques et migratoires se prennent car elles sont de toute façon imposées au reste du territoire. Nous le voyons bien avec les autres pays de l'Union européenne. Ainsi, je vis et je travaille à Zagreb depuis moins de 5 ans, on va dire, en tout cas assez longtemps pour donner un avis circonstancié. Commençons par le positif. Zagreb est une capitale européenne relativement calme et ordonnée, où il fait plutôt bon vivre. Le niveau de vie est convenable, les salaires sont certes encore bas, entre 900 et 1200 euros net par mois en moyenne, mais pas autant que dans certains autres pays anciennement communistes. Les infrastructures et services sont tout à fait corrects. Très connue pour sa côte adriatique l'été, la Croatie bénéficie également d'une situation géopolitique qui ne l'expose pas à grand-chose et lui fait bénéficier des fonds européens. Le potentiel de développement de Zagreb est bien réel. Je vois beaucoup de terrains encore en friche et les projets immobiliers se multiplient. Les Balkans peuvent avoir leur charme pour des camarades de notre bord. Le premier étant bien entendu l'écrasante majorité d'autochtones blancs encore présents. La plupart des Croates parlent bien l'anglais et vous répondront courtoisement. C'est un pays catholique où j'ai remarqué une certaine morale et honnêteté chez les gens. Prévaut encore. La criminalité est inexistante au quotidien. Zagreb est encore l'une des villes les plus sûres d'Europe pour les femmes qui souhaitent se promener seules le soir. Personnellement, je m'y sens en parfaite sécurité, partout et à tout moment. L'idéologie woke, ou d'extrême gauche si vous voulez, est pour l'instant discrète ici. Certes, la Gay Pride réunit de plus en plus de zombies, comme partout ailleurs, mais dans la réalité du quotidien, je n'ai dû croiser au total que 2 ou 3 dégénérés qui osaient se balader habillés en femmes. De manière générale, les homos et les lesbiennes ne s'exposent
ne s'exposent pas ouvertement. Démographiquement, je croise beaucoup d'ados et de jeunes de moins de 20 ans dans les rues, avec en parallèle les plus de 45 ans qui sont majoritaires. En effet, la natalité croate se casse la gueule sur les 60 dernières années. Et malheureusement, depuis l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne en 2013, une bonne partie des 20-40 ans s'est expatriée dans des pays plus rémunérateurs, avec une année record de cette hémorragie en 2017. Ainsi, tous ces jeunes actifs sont partis vers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la France, l'Angleterre, les USA et le Canada. Une perte qui est en train d'être compensée. J'y arrive. Phénomène intéressant, il n'est pas rare de croiser des Sud-Américains qui ont du sang croate par l'un de leurs grands-parents et qui sont revenus entre guillemets au pays. Ce qui nous amène aux conséquences et à l'aspect négatif le plus manifeste. À Zagreb, j'observe un phénomène qui commence à être bien connu dans les autres pays d'Europe centrale et de l'Est, à savoir la présence en masse de populations marron. Je vous rassure, quasi aucun bout ou mouker voilé est anecdotiquement un de l'espace par ici ou par là. En revanche, Indiens, Bangladais, Pakistanais, puis Népalais, Sri Lankais et Philippins, en fait ce que la Terre fait de plus indéfinissable, presque tous exclusivement des mâles entre 20 et 50 ans, arpentent désormais les rues de Zagreb en vélo ou en scooter et livrent des repas en tout genre, principalement provenant de fast-food. Je dirais qu'ils représentent maintenant 80% de cette profession et ils y imposent leur culture. Ainsi, il n'est pas rare de les voir rouler sur les trottoirs et prendre beaucoup de liberté avec le code de la route. Des Croates m'ont confié que certains de ces nouveaux livreurs au teint mat, voire très foncé, mettent un temps excessif pour chercher dans leur poche la monnaie à rendre, poussant les clients à abréger l'attente et à concéder leur dû. J'ai aussi eu l'écho de clients dont la mauvaise surprise fut de se rendre compte une fois assis dans leur canapé que la moitié de leur pizza livrée par un représentant de la diversité était manquante. D'autres métiers en tension sont touchés. Vous voyez ces envahisseurs de plus en plus occupés, les échafaudages des chantiers de construction, le réapprovisionnement en camion des supérettes et des bars. Je vois aussi beaucoup de taxis conduits par de futures montagnes. J'en ai même vu habillés en postiers faire la tournée des boîtes aux lettres. On les retrouve en fait partout dans la ville. Ces jobs les amènent à connaître les moindres recoins de cet espace urbain qu'ils seront appelés à repeupler avec leurs semblables dans un futur pas si lointain, selon moi. Pour eux, la vie en Croatie est belle. Ils sont contents de gagner 750 € par mois et ne doivent sûrement pas ressentir la solitude de l'expatrié car ils travaillent ensemble avec leurs congénères, parlent leur langue et ont leur smartphone connecté au bled à tout moment. Le dimanche, C'est excellent. vas-y, Ce, vas-y. ce texte, ce texte est absolument excellent parce que effectivement, ça reflète ce qui est en train de se passer dans l'intégralité des pays de l'Est. Le problème, il est simple. Si jamais tu refuses un migrant, tu as 20 000 € d'amende. Donc, Oui, les maintenant, c'est pays avec ont, le pacte asile-immigration, c'est ça, hein, c'est le... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, bon, ben, ces pays n'ont pas le choix. Soit ils acceptent, soit ils se retrouvent à devoir cracher 20 000 euros. Donc en réalité, ils ont décidé d'engager des gars. Alors c'est Uber, c'est Bolt, tous les trucs de livraison, tous les trucs de taxi. Tout ça, ben, pour l'instant, c'est en train de se développer au niveau des migrants. Effectivement, et ça c'est super bien vu de sa part, ces gens font du repérage, hein, il faut pas se leurrer. À partir du moment où ils connaissent la ville comme leur poche, ben, il faut bien se rendre compte qu'ils sont les maîtres. Quand tu connais ta ville comme ta poche, tu peux éviter les flics grosso modo comme tu veux. Donc en réalité, si tu veux, ouais, c'est la cinquième colonne qui est en train de s'installer. Ouais, c'est la cinquième colonne qui est en train de s'installer. Et comme les lois européennes sont complètement débiles,
les pays de l'Est à l'heure actuelle ont une marge de manœuvre qui est assez ridicule. Alors je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire sur antenne, parce que le problème c'est que si tu le développes sur antenne, nous avons des gens qui nous écoutent et qui sont très heureux de pomper les informations pour contourner le système. Les pays de l'Est ont développé des méthodes justement pour ralentir ce phénomène, pour le rendre extrêmement complexe. Mais c'est vrai qu'ils sont confrontés de plein front à ce problème des 20 000 euros d'amende si tu refuses un trou du cul qui débarque en sandales et en t-shirt à ta frontière. Ou alors, je vais aller beaucoup plus loin. Si tu as un de ces trous du cul qui quitte la France, qui prend un train, qui part en autostop, que sais-je, et qui arrive à la frontière en disant bonjour, votre pays est merveilleux, je voudrais m'installer, coucou, bonjour. C'est effectivement un énorme souci. Mais il y a des palliatifs, hein. On trouve des solutions, vite ces gars-là. Mais c'est vrai qu'il y a une pression migratoire qui est imposée par Bruxelles. Et n'oublions pas une chose, c'est que les aides européennes non remboursables permettent à ces pays de se développer, permettent à ces pays d'avoir des infrastructures routières modernes, de créer autour des capitales des périphériques, de développer les transports, de développer les trains, de développer toute une série de choses qui mettrait je ne sais combien de dizaines d'années, voire de siècles, à se développer s'ils n'avaient pas la manne européenne. Le gros souci, c'est que comme c'est l'Europe qui paye, ils sont bien obligés d'accepter toutes les merdes de nos édiles libertaires, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai, ce qu'il écrit là, c'est la réalité. C'est la réalité pure et dure. Nos petits copains ont un petit souci, c'est-à-dire que quand ils arrivent dans ces pays, ils sont célibataires, mais ils risquent de le rester longtemps parce que les nanas candidates à s'adapter à leur religion, à s'adapter à leur culture, elles sont bien conditionnées dans leur mode de vie traditionnel. À part 2-3 cinglés, c'est clair que ça risque pas de se faire. Mais la pression est là, c'est existant et je le dis très honnêtement, tant qu'on n'atomisera pas l'Union européenne, ça continuera. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est très juste. Alors je poursuis avec le témoignage de notre auditeur. Le dimanche est leur jour de congé. Quiconque prend les transports en commun pour se rendre au centre-ville de Zagreb croisera fatalement ces engences de malheur. En effet, quand ils ne travaillent pas, les Indo-Pakistanais se déplacent en groupe, à 2 au minimum. Des petites hordes de moustachus et de barbus traînent dans les endroits les plus fréquentés, transformant par moments les environs de la gare et de la place centrale de Zagreb en mini-Pendjab. Ils viennent notamment squatter les spots de Wi-Fi publics et reluquer tout ce qui se passe. Plus ils sont à l'aise, plus leur décontraction et leur air narquois donnent des envies à la Rwanda. Que ce soit des hindous, des pakpaks ou des sikhs avec leurs turbans à la con, j'en aperçois souvent se balader en jogging et en tongs, même en plein hiver. Ils ont parfois le sourire et la clope au bec, se mouchant avec leurs mains, ou se tripotant les doigts de pied assis sous un abri de bus. À quand la pêche posée directement dans le caniveau? Sans tarder, cher auditeur, sans tarder. À noter enfin qu'ils ne sont pas tous hindouistes ou mahométans. J'ai d'ailleurs décidé de ne plus fréquenter les églises de la ville pour y avoir déjà croisé certains de ces qui se prenaient pour des catholiques. Ils s'y rendent sans gêne pendant la messe au milieu des blancs, et les fidèles ne rechignent pas à leur serrer la main comme le veut la coutume conciliaire avant d'aller communier. Le vivre ensemble de Vatican II dans toute sa servilité. Alors, comment est arrivée cette immigration dite asiatique et de travail en Croatie? Il s'agit en fait d'une invasion par le sous-continent indien organisée au plus haut niveau
comme l'évoquait récemment Gandalf pour le Canada, le gouvernement croate, de centre droit et européiste, a mis en place cette politique migratoire officiellement pour pallier au manque de main-d'œuvre en levant les quotas de travailleurs non européens en 2020. Elle connaît une nette accélération depuis l'après-Covid et encore plus depuis l'entrée récente de la Croatie dans l'espace Schengen et la zone euro début 2023. Les patrons croates demandent cette main-d'œuvre bon marché, avec qui il est possible d'échanger en anglais, contrairement aux Ukrainiens. Comme évoqué précédemment, les employeurs les plus visibles sont les équivalents d'Uber Eats ici, c'est-à-dire 3 boîtes qui se partagent le marché de la livraison de repas. Glovo, Bolt et Volt. Partout en ville, leurs soldats du Cachemire arborent leurs couleurs respectives, à savoir le jaune, le vert ou le bleu. Mais d'autres entreprises en profitent aussi. Elles sont littéralement le relais remplaciste des filières officielles sur place. Le nombre d'halogènes qu'elles emploient est industriel. De 400 en 2017, le pays en accueillait plus de 4000 en 2021 et presque 12 000 en 2022. Pour rappel, la Croatie, c'est moins de 4 millions d'habitants. Et pour couronner le tout, l'accueil est chapeauté par la mairie de Zagreb, dirigée par un gauchiste écolo-bobo, adepte de la Gay Pride, et que mes collègues de travail adulent ouvertement. D'ailleurs, ici aussi, le progressisme mental règne chez la plupart des actifs urbains du tertiaire. Pour preuve, l'élection de ce maire en 2021 avec le double des voix de l'opposition droitarde. Mais ce qui me choque le plus, en fin de compte, comme pour chez nous, c'est l'absence de réaction des autochtones. Certes, les Croates sont des gens assez indifférents aux autres, de manière générale, mais en tant qu'observateur attentif dans un pays de tradition assez fier de son identité, je suis toujours très agacé de voir que personne ne trouve jamais rien à redire à la présence d'autres races dans leur environnement quotidien. Par exemple, je ne vois aucun regard effaré ou menaçant quand des Poundés occupent les places assises dans un bus ou dans un tram bondé alors que des Croates d'âge respectable se retrouvent debout. Pas de problème non plus pour le Croate moyen à se baigner l'été dans la même piscine qu'un chauffeur de rickshaw habitué aux rives du Gange ou lorsqu'un groupe d'envahisseurs débarque sur une plage au bord du lac Jarun, situé en ville, pour y amener leurs effluves d'étron masala. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux. Décidément, la conscience raciale du peuple croate n'est plus ce qu'elle a dû être par le passé. L'été dernier, alors que je l'interrogeais sur le danger potentiel pour leurs filles et leurs femmes d'accueillir en Croatie des populations ayant fait la preuve de leur nocivité ailleurs, en Angleterre par exemple, un jeune Croate m'avait rétorqué sans s'inquiéter: ils ne restent pas et partent rapidement vers d'autres pays d'Europe au bout de quelques mois pour trouver de meilleures conditions, blablabla. Bla bla bla. C'est vrai pour certains, mais la plupart de ces ont des permis de séjour renouvelables d'1 an, voire 2 ans, et peuvent décider de rester. Je lui ai également rétorqué qu'avec des millions de candidats à l'immigration, des contrées du tiers-monde sont en mesure d'alimenter le flux de nouveaux arrivants ad vitam aeternam. À une autre occasion, dans l'espace public, j'ai pu parler du sujet avec un jeune représentant du parti au pouvoir. Il m'a de suite donné la réponse officielle. Nous les intégrons. Bref, avec ce genre de raisonnement, les Croates ne verront jamais le bout du tunnel et connaîtront fatalement à l'avenir la nuit raciale que le Royaume-Uni et le Canada subissent actuellement. Une mince lueur d'espoir l'autre soir quand j'ai croisé un groupe d'ados qui buvaient des bières aux abords d'une station-service de mon quartier. À la simple évocation de ce phénomène d'ampleur dans la ville, ils n'ont pas hésité à me devancer dans mes opinions et à m'exposer leur avis sainement. Cela dit, à moyen terme, je reste pessimiste sur l'avenir de cette société, prise entre consommation et Union européenne. Il faut que j'ajoute une explication. En fait, le problème au niveau des pays de l'Est, c'est que ces gens ont été sous dictature communiste pendant des années et pendant plusieurs générations. Donc en fait, le principe, il est simple, c'est que ils ont une approche qui est totalement humaniste. Donc pour eux, dans un premier temps, et ça ils ne se rendent pas compte, parce que comme ils ne voyagent pas énormément, il n'y a que les jeunes qui voyagent, comme les vieux ne voyagent pas énormément,
Mais le principe, il est relativement simple. Ils ne savent pas, par exemple, le cloaque qui est devenu la France, ou la Belgique, ou l'Allemagne. Pour eux, c'est la Tour Eiffel, c'est l'atomium, c'est bon. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train d'inonder leur pays avec des migrants et ils ne réalisent pas le résultat qu'a été l'invasion migratoire en Europe de l'Ouest et ils sont persuadés que ben, tout va très bien, Madame la Marquise, ces gens sont sympathiques, ces gens sont normaux. Oui, dans un premier temps. Dans un premier temps, quand on a importé dans les capitales d'Europe de l'Ouest des Pakistanais pour travailler dans la construction, c'était des gens sympathiques. Pourquoi? Parce que les types ne tenaient pas à être embarqués en tôle dans les 48 heures. Il fallait d'abord qu'ils s'installent et qu'ils comprennent un peu le système. Tu poses la question à un flic dans une capitale d'Europe de l'Ouest, qu'est-ce que vous pensez des Pakistanais? Ben, ils te répondent joyeusement, c'est de la merde et c'est extrêmement dangereux. Nous, quand on intervient, généralement, c'est avec une voiture de patrouille. Quand c'est des Pakistanais, on arrive à 4 ou 5 voitures parce qu'on sait très bien que ça va dégénérer. Et voilà le résultat. Merci l'Europe. Ah oui, oui, moi j'ai bien aimé aussi son récit. C'est assez drôle puisque on retrouve des choses assez communes en Europe, notamment lorsqu'il parle de qui organise ça, gouvernement de centre droite, avec les patrons. Bon, c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises, notamment pour la Pologne. Bah, comme notait très bien Diabolix, en fait, il dédramatise la situation, ce que dit l'auditeur aussi, en pensant que ces populations vont partir. Et puis bon, on va pas se le cacher, c'est la logique aussi des villes. Les villes recueillent des populations qu'elles déracinent, des populations locales, hein, pas que extérieures au pays. Et même les populations locales sont déracinées, n'ont plus de lien vraiment avec leur pays, puisque qu'est-ce qui ressemble plus à une ville qu'une autre ville dans un autre pays? Donc voyageant de capitale en capitale et du coup, bah, et voilà, ils voient pas le problème à voir, un petit peu de tout, en termes de race. Ils voient pas le problème que ça peut provoquer par la suite. Tout ce qu'ils voient eux, c'est qu'ils ont des esclaves à pas cher, puisque ça reste des esclaves quand le seul but est de les faire travailler dans la livraison de bouffe. Moi, je pense que rien que pour ça, j'interdirais, la livraison de bouffe. Comme ça, ce serait déjà une filière en moins, mais parce que c'est une des visiblement une des filières par lesquelles ça rentre le plus. Mais c'est toujours pareil, il y a un manque de volonté. Je pense que en plus là, il y a un maire, voilà, écologiste, écolo bobo comme disait l'auditeur, qui est mis en place. Là, en fait, ça se diffuse un petit peu, etc. Non, je pense que pour reprendre un pays comme ça, ou au moins une capitale comme ça, effectivement, il faut leur imposer l'immigration, un petit peu comme ce qui se passe à Paris avec les collines du Crac, les camps qui dégénèrent, avec ces Parisiens qui ont voté à 90% pour Macron et qui maintenant demandent à corps et à cri qu'on repousse en fait toutes ces populations de près de chez eux. Je pense il faut vraiment leur mettre le nez dans la merde pour qu'ils puissent changer en fait de mentalité. Surtout quand cette mentalité se termine par on expulse ça chez les voisins et tout se passe très bien. C'est pas très sympa pour les pays d'à côté. Moi, j'ai aucun avis sur la Croatie. Tout ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a un excellent documentaire qui a été fait par des gens très bien sur 4chan qui s'appelle Codex Pagit 2, Why India is the worst country on earth, que je conseille à tous nos auditeurs qui comprennent l'anglais. C'est très drôle sur les Indiens et bon, ici ils parlent des Pakis, mais en fait c'est la même race. Il y en a simplement qui sont musulmans, d'autres qui sont hindous. C'est à peu près la même chose. Et c'est une belle démonstration de pourquoi c'est vraiment la pire de la planète, enfin une des pires en tout cas, et que bon, effectivement les politiciens et les patrons qui importent ça sont des criminels, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Une fois que on met la carotte du confort matériel sous le nez de beaucoup de gens, ils en oublient tous leurs principes, toutes leurs valeurs, toute forme de patriotisme et de protection des siens. Donc, comme disent beaucoup de gens, il va falloir que le système économique
s'effondre comme il faut, ou que du moins l'abondance matérielle cesse, pour qu'il y ait quand même un certain nombre de gens, dont des pays qu'on pensait pas trop riches, comme des pays de l'Est, comprennent que c'est pas forcément la meilleure approche d'importer des quand il y a moins d'abondance matérielle. Oui, je crois qu'on touche du doigt un peu le problème. C'est-à-dire que là, on voit bien par quelle porte ça rentre en fait. C'est le patronat qui dit il nous faut ça, mais nous on connaît ça en France depuis les années, depuis les années 1960 quoi. Il faut, comment fera-t-on sans, rendez-vous compte, l'économie française, on connaît ce discours. Au départ, c'est pour les faire venir travailler à Paris, chez Renault, comme ouvriers spécialisés. Et puis, au final, ça se termine comme aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce que ça valait le coup de faire venir des Algériens pour foutre des boulons sur des bagnoles, sur des 4L? Bah, je pense pas. Voilà. Donc, est-ce que ça valait le coup? Parce qu'il faut quand même mesurer les enjeux. Est-ce que vous allez foutre en l'air votre pays simplement pour vous faire livrer des plats chauds à la maison? Bah, si c'est ça le choix que fait la population d'un pays donné, bon, évidemment, ça c'est le cas des livreurs Uber, bah, c'est qu'en fait votre pays il a plus d'avenir. Et quand vous en êtes réduit à ça, quand c'est ça vos valeurs, quand c'est ça l'échelle des valeurs de votre peuple, bah il est mûr pour la disparition. Et fatalement, c'est je préfère avoir des pizzas chaudes à la maison que d'avoir un peuple. Bon bah oui, bah c'est fini, c'est merci, au revoir. Donc je pense en fait que dans la critique, parce qu'en fait là aujourd'hui on le voit médiatiquement, en France médiatiquement avec CNews par exemple, ou politiquement avec des partis. Bon, maintenant le RN est très transparent sur cette question-là, mais disons au moins le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Bon, en fait on parle beaucoup des immigrés, à quel point leur culture est incompatible, etc. Très bien, c'est toujours utile de le rappeler. Mais ce serait quand même très intéressant de dire qui les fait venir. Et là, on nous dit oui, c'est le gouvernement. Non, c'est plus que le gouvernement. Le gouvernement, c'est une administration. Mais sur les ordres de qui? Sur pression de qui? Et là, on voit que c'est plus compliqué déjà. Même pour des partis qui sont soi-disant anti-immigration, c'est beaucoup plus compliqué de dénoncer ceux qui les font venir. Moi, je ne m'explique pas, je vous le dis, je ne m'explique pas comment il se fait que la famille Bouygues dorme sur ses deux oreilles en France. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin cette mafia, a détruit la France. Enfin, ce sont des gens qui font des fortunes, qui sont encore dans la coulisse du pouvoir français à comment dirais-je, à dire ce qu'il faut penser en contrôlant les médias, et personne ne leur posait question pour avoir importé des millions et des millions de musulmans. Pour moi, la famille Bouygues, c'est le traitement bolchevique, quoi. C'est en cas de révolution, c'est le traitement bolchevique. Et la famille entière. C'est ça qui doit se passer, je veux dire. Et ça doit expliquer comme ça aux masses. Ça doit être expliqué comme ça aux masses. C'est pas juste de se plaindre des immigrés. Ok, oui, d'accord, on sait pourquoi on les aime pas, d'accord, c'est bon. Il y a un consensus là-dessus, c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Moi, ce que je pose comme question, c'est la question des responsabilités. Qui décide? Qui a causé le désastre? Parce que si vous voulez stopper le désastre, il va falloir s'intéresser à ceux qui le causent, n'est-ce pas? Pas s'intéresser uniquement aux conséquences. Et là, jusqu'à présent, je trouve que le discours est extrêmement faible. Extrêmement faible. Voilà, on va se plaindre de la façon dont les immigrés, notamment musulmans, mais pas que, s'habillent, de la façon dont ils se comportent, etc. Bien sûr, c'est entendu, mais pourquoi n'irions-nous pas plus loin en posant la question des responsabilités? Moi, je pense que c'est là que ça se joue. Parce que c'est un modèle de société, d'accord? Ça enrichit certaines personnes. Quand ils viennent, ça enrichit certaines personnes. C'est pas parce que vous en souffrez que vous dites que tout le monde en souffre. C'est faux. Il y a des gens qui font énormément d'argent sur l'immigration. Sinon, il n'y en aurait pas. Donc, il faut quand même qu'on commence à poser la question des responsabilités. Parce que si on reste se lamenter sur le fait que les musulmans sont musulmans, on va pas avancer. Parce que, oui, ils construisent encore une mosquée là. Bah oui, ils sont plus nombreux, donc ils construisent plus de mosquées. Mais c'est pas une conquête islamique au sens classique du terme. Ils sont pas arrivés avec des armées, des trucs. On les a, enfin, quand je dis on, c'est les autorités les ont invités. On leur donne des titres de séjour. On vote des crédits pour leur donner des logements, etc. Bon, mais enfin, ça se décide où ça? Avec qui? Quels sont les gens qui signent tout ça?
C'est ça qu'il faut poser comme question. Il faut que ces gens rendent des comptes sur les 50 dernières années. Moi, je dis toujours, hein, je veux dire, Nuremberg, ils ont fait des lois rétroactives pour condamner des gens. Bon, très bien. Mais on prend la jurisprudence Nuremberg et on l'applique à tous ces gens. C'est-à-dire qu'on fait des lois, elles sont rétroactives, d'accord? Et si les mecs disent, oui, mais nous, on n'a fait qu'obéir, ça suffira pas. Sur l'immigration, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un bilan comptable de 60 ans d'immigration de masse, c'est-à-dire faire le bilan comptable en termes d'homicide, de viol, d'agression, de destruction de biens privés ou publics, etc. Je ne parle même pas du préjudice moral qui est absolument gigantesque, inédit dans l'histoire d'ailleurs de l'Europe, qui a été subi, de présenter la facture à ceux qui en sont responsables et de procéder au châtiment que méritent tous ces gens. De présenter la facture à ceux qui en sont responsables et de procéder au châtiment que méritent tous ces gens. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc oui, parler de l'immigration, des ravages de l'immigration, c'est une chose. Mais moi, je dis qu'il faut maintenant parler des responsables de l'immigration et surtout parler du châtiment qui doit tomber sur les responsables de l'immigration. Donc la famille Bouygues, qui devra répondre de ses agissements, et puis de toutes les autres, je veux dire, tous ceux qui ont les mains là-dedans, c'est vrai évidemment pour les ministres, la famille des ministres, parce qu'il faudrait que ce soit un châtiment collectif. Les préfets, Oui, voilà. tout un Non, tas de fonctionnaires, bah, il ils faut devraient être tous au minimum spoliés de toutes les richesses qu'ils ont faites indûment Ah, par bah là, ce genre de ça, c'est méthode. extraordinairement doux, ça, excuse-moi. Et des châtiments Oui, plus plus brutaux, on va expéditif. Oui. dire. Non, mais je veux dire, voilà. Mais il faut que ce soit appliqué à la famille étendue, élargie, avec une option, c'est que pour ceux qui, dans ces familles, se seront manifestés pour une opposition radicale à l'immigration dans leur vie, qui en auront fait preuve, je veux dire, ils pourront le démontrer, mais sinon, par défaut, on considérera qu'ils sont complices, parce qu'ils en auront profité. Voilà. Moi, je dis ça, c'est la ligne, et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis ça, c'est la ligne, et c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, on ne réglera pas le problème. Je veux dire, il y aurait toujours ces gens qui seront là, dans la coulisse, pas loin, qui auront profité et qui s'en tireront. Vous voyez, on dit souvent les profiteurs de guerre, n'est-ce pas? Je sais, il y a un revirement de fortune pour les protagonistes, mais en fait, les profiteurs de guerre, ils sont toujours là dans la coulisse. Eh bien, ça ne doit pas arriver avec la question de l'immigration. Ces gens doivent répondre de leur compte. Moi, c'est ce que je dis. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que vous voyez bien ce système. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, donc ça, c'est la distribution, c'est Uber, tous ces multinationales, etc. Bon, ça c'est un exemple. Hein, je veux dire, après il y a le BTP, il y a tous les trucs. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Voilà, il faut comprendre ça. C'est un système, c'est un modèle de société. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Ces gens doivent rendre des comptes. Moi, c'est ce que je dis. Ces gens doivent rendre des comptes. Voilà. Si on en reste à la surface, si on en reste juste à la réaction épidermique à l'immigration, on ne pourra pas régler, traiter le problème en profondeur. C'est évident. On ne pourra pas. Et à la première opportunité, il recommencerait. Donc, il faut aller au fond et arracher les mauvaises herbes. Voilà, moi c'est ce que je dis, et je tenais à le souligner et à y insister.